Pour moi, conceptuellement, c'est comme une équation à plusieurs inconnus. Une équation à plusieurs inconnus et il est impossible de la résoudre. En fait, il faut essayer d'éliminer le maximum d'inconnus, de fixer beaucoup de paramètres pour jouer avec simplement un seul ou deux paramètres. Une équation à plusieurs inconnus, c'est impossible à résoudre. Donc, il faut qu'il y ait qu'une seule inconnue quand on n'a qu'une seule équation. Et c'est ça qu'il faut tendre à faire conceptuellement. C'est pas clair ce que je dis, mais pour moi, c'est clair. Mais bon, je vais y arriver après. Je vais passer sur les. Tout a été globalement dit sur ces parties-là, hein. C'est un geste palliatif qui est destiné aux patients qui sont en hypodébit pulmonaire, ductodépendants essentiellement, les aprésies pulmonaires, septum intègre, septum ouvert, les phallo extrêmes, petits pois, etc. Certains ventricules uniques avec des sténoses pulmonaires, enfin, toutes les situations où on doit apporter une alimentation du débit pulmonaire. C'est un geste qui est souvent réalisé durant la période néonatale. C'est des bébés qui sont bien souvent ductodépendants, donc avec un canal artériel qui est maintenu ouvert sous prostine. Donc c'est une anesthésie qui est destinée généralement à des nouveau-nés sous prostine. Ça, c'est un petit détail qui a un peu son importance pour l'anesthésie. Bon, la prise en charge anesthésique. Euh, on amène un bébé qui est souvent un peu en hypodélie pulmonaire, on risque de basculer dans l'autre versant hyperdélie pulmonaire. Donc, l'état du bébé avant l'intervention et après l'intervention, il change en fait. Donc, sa physiopathologie, elle change. Donc, il faut être aussi dans une attitude un peu dynamique et suivre un peu ce qui se passe. Euh, L'anesthésie, comme je disais, donc c'est destiné à un bébé qui est sous prostine, donc prostine qui est un peu vasoplégiante, surtout quand on associe de l'anesthésie, donc il peut y avoir un peu d'hypotension, et ça, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, un bébé qui est ductodépendant avec un canal artériel ouvert, quand on engendre une hypotension, une baisse de la résistance vasculaire systémique, le débit à travers le canal artériel diminue, se réduit. Donc, on peut engendrer une hypoxie, un bas débit pulmonaire, rien qu'avec le fait d'une anesthésie un peu trop, voilà. Donc, la titration de l'anesthésie, dans ces cas-là, il faut vraiment être prudent, surtout comme on a de la prostine. Après, qu'est-ce qu'on fait de la prostine? À quel moment on l'arrête? Moi, j'ai tendance à l'arrêter assez rapidement, en fait. Dès que le bébé arrive en salle, je sais que la durée d'action de la prostine, enfin voilà, elle peut durer, le canal, il ne va pas s'arrêter, il ne va pas se fermer en une heure. Je préfère m'affranchir, dans la mesure du possible, c'est une petite prise de risque, m'affranchir de l'effet vasoplégiant de la prostine pour que je puisse essayer de maîtriser les choses au moment où j'équilibre mon QPQS avec le blalo qui est en charge. Parce que l'effet vasoplégiant de la prostine peut être un peu une inconnue supplémentaire dans mon équation, entre autres. Et il y en aura d'autres. Donc, éviter la diminution des résistances vasculaires pulmonaires parce qu'on a un canal artériel ouvert d'un autre côté, parce qu'on peut engendrer une hyperlie pulmonaire, que en gros, on peut, toutes les actions de l'anesthésie, en termes de ventilation, d'induction anesthésique, de risque de vasoplégie, d'hypovolémie, tout ça peut entraîner un déséquilibre du débit pulmonaire à travers ce canal artériel. Donc, généralement, je mets arbitrairement une FiO2 à 50%, comme ça j'ai toujours de la marge vers le haut et vers le bas. J'ai en tout cas, je ne mets pas de FiO2 à 100% quand j'endors ces bébés-là. Après, je m'adapte rapidement en gardant un objectif de saturation qui soit adapté à la cardiopathie, généralement autour de 80-85%, ça suffit largement. Donc, bien vérifier, bien gérer la capnie, gérer la viscosité sanguine. S'il a un niveau d'hémoglobine qui est assez bas, il ne faut pas hésiter à les transfuser pour maintenir un niveau d'hématocrit pas forcément élevé, hein, mais il faut que ce soit euh, normal. La température aussi, il faut éviter les variations. Vous voyez un peu dans cette diapo-là, ces quatre paramètres, on va les retrouver finalement à chaque fois. Ce sont les fameux inconnus de l'équation.
Parce que tous ces paramètres-là peuvent faire varier le QPQS, la FiO2, la PCO2, le pH, la viscosité et la température. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont, si je bouge un élément en bougeant également l'autre de l'autre côté, au fait, on fait des variations d'un côté comme de l'autre et on ne sait pas où on va. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire en sorte de ne pas trop faire varier tous ces paramètres, essayer de les fixer. C'est ce que je voulais dire en rendant les inconnus connus, en fait. Les paramètres, il faut les fixer et jouer que sur une variable ou deux. Et généralement, la variable que je me laisse d'adaptation, c'est la FiO2. Attention à la prostine, ça je l'ai dit, les vasodilatateurs, des agents anesthésiants. Bon, pour l'induction, nécessairement, on va les induire avec un halogéné. Mais après, pour le per procédure, vous évitez, hein. Même s'il n'y a pas de CEC, il y a des temps de clampage de l'artère pulmonaire. Donc, le débit pulmonaire, par définition, c'est le problème du bébé. Donc, c'est ce qu'on va essayer de régler. Donc, à un moment, il va être élevé, à un moment, il va être bas. Ce qui fait que si on fait une anesthésie avec des halogénés, ça va être trop variable. Donc, vous vous affranchissez des halogénés. C'est une mauvaise idée d'utiliser des halogénés dans ces cas-là. Vous faites une anesthésie intraveineuse totale et puis c'est réglé pour l'anesthésie. Donc, anesthésie titrée, éviter les surdosages. Procédure, la position est. Donc, bon, il y a la thoracotomie dans certaines situations anatomiques. Autrefois, c'était ce qui était fait, mais là, actuellement, on fait quasiment toutes les anastomoses par sternotomie. François en a parlé, on passe. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir besoin d'une CEC, même si c'est anticipable, mais parfois, on prend la décision qu'au dernier moment, selon le niveau de tolérance au plombage de l'artère pulmonaire. Mise en condition, ça va être du standard, hein, c'est équipement sportif, on met monitorage standard. La température, autant sur un bébé qui va avoir une réparation sous circulation extracorporelle, c'est pas dramatique si se refroidit un peu au début avant la CEC parce qu'on a toujours le temps de réchauffer avec la CEC. Parfois même, il y a des procédures qu'on fait en hypothermie. En revanche, un Blalock, il faut absolument, ça fait partie de mes paramètres qui ne doivent pas trop varier, il faut que la température reste euh, maîtrisée et normale. Donc c'est la salle qui ne doit pas être froide, un matelas chauffant, vraiment faire attention à la température. Là, pour la peine, c'est très important. Cathé artériel, niveau veineux central, sonde urinaire, maintenir la pression au moins jusqu'à l'incision. Ce que je mets, moi, c'est à ce moment-là. Je ne l'arrête pas au début parce que j'endors. Le temps de techniquer, des fois, ça reste assez aléatoire. Ça peut mettre du temps de finir de techniquer le bébé. Et quand on arrive à l'incision, parce qu'on sait entre l'incision et le moment où le Blalock va être en charge, on a moins de 2 heures généralement. En moyenne, c'est 1 heure, donc ça laisse le temps. Et comme ça me permet de m'affranchir de la prostine dans le moment du. Après, ça, c'est mon attitude, hein. On peut se dire, bah, je vais garder la prostine par sécurité jusqu'au bout, mais je pense que c'est plus une attitude un peu contraphobique que pertinente. Donc, si on fait l'anastomose avec CEC, la CEC, soit pour des raisons anatomiques évidentes, soit parce qu'il y a une réparation associée, ou parfois pour des raisons de mauvaise tolérance au clampage. Donc là, on le fait. Il faut juste se dire que la CEC devient un paramètre supplémentaire. La CEC, activation inflammatoire, majoration des résistances vasculaires pulmonaires en fin de procédure. Vous allez avoir un Blalock qui va fonctionner sur des résistances vasculaires pulmonaires qui sont euh, nécessairement un peu plus élevées que s'il n'y avait pas eu de CEC pendant quelques heures. Ce qui signifie que le débit pulmonaire potentiellement peut être un peu limite basse pendant quelques heures. Donc on peut tolérer une tendance, je dis bien une tendance, je ne dis pas qu'il faut tolérer un hypodébit pulmonaire, mais si on sort après une CEC avec un Blalock à 78-90 de SAT, on sait que 24 heures après, on va gagner facilement 5 points de saturation. Parce que la résistance vasculaire pulmonaire va baisser au bout de 24 heures et le débit pulmonaire va s'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les choses auxquelles il faut faire attention. Donc,
Donc l'anesthésie, on en a parlé, l'induction, l'anesthésie intraveineuse, il faut essayer de maîtriser tous ces paramètres-là. Il faut faire une calibration de son QPQS avec une ventilation qui soit la plus adaptée possible, non agressive, avec une norme CAPNI, éviter l'acidose, avoir des produits de remplissage, euh, maîtriser l'hématocrite et puis FiO2 l'adapter pour avoir un objectif de saturation entre 80 et 85. Je vais y revenir par la suite. Au moment du déclampage, ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que comme il va y avoir du débit qui va se mettre, le blalo qui va se mettre en charge, la pression artérielle va chuter temporairement en temps, ce qui est normal. Bien vérifier la ventilation, c'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure dans le cours de ce matin, une forme de checklist vérifier, ne pas tomber dans les pièges d'une atélectasie, d'une sonde d'intubation sélective, enfin tous ces éléments-là, tous ces éléments parasites qui peuvent venir compliquer l'équation, il faut les éliminer, donc qu'il n'y ait pas de problème au niveau des voies aériennes, une ventilation qui soit efficace. Et ensuite, généralement, vous voyez, à chaque fois, je remets, c'est la FiO2 que je vais essayer de varier à chaque fois pour m'adapter. On fait un petit bolus d'héparine parce qu'il y a toujours un peu d'inflammation qui est procoagulante. 50 unités kilo généralement suffisent pour avoir un niveau d'hypocoagulation pour éviter qu'il y ait une thrombose. Sachant que la période post-opératoire initiale, elle est vraiment à risque parce que même s'il n'y a pas de CEC, il y a malgré tout quand même un peu d'inflammation liée à l'agression chirurgicale. Et cette inflammation-là, elle demande qu'à générer de la coagulation. Donc, les épisodes d'hypodébit, il faut vraiment, vraiment faire attention et les corriger parce que le moins de clots qui commence à s'installer dans le blaloc, il peut se majorer rapidement et entraîner la thrombose. Un point, après, ça aussi, c'est souvent quand on y a. Pour moi, la thrombose n'est pas la cause de l'hypodébit pulmonaire, hein. La thrombose, c'est la conséquence de l'hypodébit pulmonaire. En fait, la thrombose n'arrive pas, c'est pas un primo movas. On n'a pas un thrombus qui arrive qui entraîne l'hypodébit pulmonaire. Vous voyez? Le blaloc, tant qu'il débite, il ne se bouge pas. Voilà. Donc, il faut absolument faire le nécessaire pour que le blaloc débite. Parce que des fois, on dit, oh, on hurle, alerte, le blaloc est bouché. C'est trop tard, en fait. Il fallait agir avant. C'est quand on commence à avoir un peu d'hypodébit pulmonaire, c'est là où il faut réanimer pour forcer un peu le débit à travers, et là, il ne va pas se boucher. La seule chose c'est pour ça que j'en parle par rapport à ce bolus d'héparine, on prend cette précaution de faire un petit bolus d'héparine, mais la période post-opératoire immédiate, dans les 6 premières heures, elle est réellement à risque de thrombose si on fait mal les choses. Voilà. Après, ça peut être une thrombose qui est liée à une malfaçon chirurgicale, hein, un blalo qui est un peu kinké, une anastomose un peu sténosée ou autre. Là, malheureusement, on a beau réanimer, même si on peut forcer, ça peut finir par thromboser à un moment donné. Mais il faut savoir qu'il y a toujours un peu d'inflammation et qui est procoagulante dans cette phase post-opératoire immédiate. Et les épisodes d'hypodébit pulmonaire, il faut aussi faire attention. Tout comme l'hyperdébit pulmonaire. L'hyperdébit pulmonaire, c'est encore plus traite parce que, euh, on va y revenir, hein, l'hyperdébit pulmonaire, quand il s'exprime et qu'il devient important, le cœur fibrile, en fait, le cœur s'arrête. Parce qu'il dit hyperdébit pulmonaire, d'ailleurs, moi je trouve, moi j'ai appris ça comme ça, hein, on parle d'hypodébit pulmonaire et d'hyperdébit pulmonaire, et je trouve que la notion d'hyperdébit pulmonaire est un abus de langage, personnellement. Parce que l'hyperdébit pulmonaire, c'est du bas débit systémique également. Et du coup, on a tendance à oublier que le bébé, il est en bas débit systémique quand ils sont en hyperdébit pulmonaire. En fait, ce qui les tue, c'est le bas débit, c'est l'hypoperfusion coronaire qui les tue quand ils sont en hyperdébit pulmonaire. Et du coup, on a tendance à penser que l'hyperdébit pulmonaire, on voit l'œdème pulmonaire hémorragique et tout. En fait, les choses, elles sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus sournoises, et ça arrive avant. Donc, l'insuffisance rénale, le vol coronaire, c'est tous ces éléments-là qu'il faut prévenir. Bref. La réanimation de ces patients-là, elle est principalement clinique. La saturation, c'est l'objectif principal. La pression artérielle, bien entendu, l'hémodynamique, après le souffle, ausculté, personne ne le fait et c'est un tort.
La diurèse, c'est un élément aussi déterminant dans la surveillance. Qui dit hyperdébit pulmonaire, dit bas débit systémique, dit oligoanurie. Donc, un des premiers signes de l'hyperdébit pulmonaire, finalement, c'est l'oligoanurie. La radio pulmonaire, quand elle est hyper claire, on est plus dans une situation d'hypodébut pulmonaire. Lorsqu'elle est surchargée, on est plus dans une zone d'hyperdébit pulmonaire. Et tous ces éléments-là, il faut vraiment les pouler et avoir une vision globale. L'échographie, c'est un élément d'évaluation qui est aussi déterminant, sachant que moi, ce qui m'intéresse dans l'échographie, c'est d'évaluer le QP sur QS. Et il y a des indices indirects qui sont le flux veineux pulmonaire, la vitesse du flux veineux pulmonaire et le reflux télédiastolique à rythme aortique. Ce sont les indices qu'il faut essayer d'avoir à chaque fois pour avoir une idée du débit pulmonaire, s'il est correct, s'il est élevé ou s'il est bas. C'est vrai qu'on essaie de voir toujours le blaloc, est-ce qu'il y a un flux dans le blaloc? J'espère bien qu'il y a un flux dans le blaloc. Mais ce qui compte, c'est de savoir est-ce qu'il est excessif, est-ce qu'il n'est pas suffisant. Et ce sont ces éléments-là qui peuvent vous les donner. Euh, que la biologie, gaz du sang, donc le pH, l'acidose et le niveau de kaliémie. Donc, si tout est OK, un blaloc, il faut essayer de l'extuber rapidement. Donc, c'est comme ça qu'il va le mieux s'adapter. Il va adapter sa résistance vasculaire systémique parce qu'il n'est plus sédaté, il est un peu éveillé. Et sa ventilation, il va la gérer aussi. Et tant qu'on le maintient sédaté, ventilé, c'est autant d'inconnus dans l'équation qu'on maintient. On maintient des paramètres qui vont varier d'un moment à l'autre. La télectasie le guette, l'hypoventilation le guette. La nuit en réanimation avec les soins infirmiers où il y a un niveau de vigilance qui peut être parfois un peu moins élevé qu'en journée. Et tout ça, ce sont des éléments qui peuvent vraiment compromettre le pronostic immédiat en termes d'évolution. Et c'est là où il faut aussi, quand un bébé qui n'a pas besoin d'être maintenu endormi, il faut essayer de l'extuber rapidement. Revenir à mon équation. Donc, mon équation, c'est celle-ci. Principe de Fick, vous connaissez. Le développement, enfin, j'aime bien reprendre un peu le développement de cette équation, la VO2 qui est le produit de débit par extraction d'oxygène. Quand on fait le rapport des deux équations, tant au niveau de la circulation pulmonaire et systémique, on se retrouve avec cette équation du QPQS qui est égale au rapport des différences de saturation systémique et circulation pulmonaire. Bref, la différence artério-veineuse en systémique, on fixe autour de 30% en état stable. On assume que la saturation dans les veines pulmonaires est autour de 100%. À combien doit être la saturation dans les artères pulmonaires pour avoir un QPQS autour de 1? Et là, dans le blaloc, justement, quand il n'y a pas de source additionnelle, hein, quand on est avec une alimentation pulmonaire exclusivement par le blaloc, ben, la saturation de l'artère pulmonaire est égale à la saturation au niveau aortique, et c'est ce qui nous donne finalement la saturation au niveau périphérique. Donc, pour avoir un QPQS autour de 1, il faudrait avoir une saturation à 70. Bon, c'est un peu sévère, c'est plutôt bleu, c'est pas vert. Euh, mais c'est pour ça qu'on gère, qu'on se fixe comme objectif généralement une saturation autour de 80%, on a finalement un QPQS qui est légèrement supérieur à 1, et c'est un bon équilibre, surtout qu'on a pour objectif, puisqu'on est dans une situation de palliation, on a besoin de ce blaloc qui dure un peu dans le temps. Donc s'il a tendance à être un peu en hyperdébit les premiers jours ou les premières semaines, ça va rapidement s'équilibrer au bout de quelques semaines, voire quelques mois, et il va finir par être restrictif puisque la surface corporelle du bébé va croître. D'où cet objectif de saturation autour de 80-85%. Donc l'hypodébit pulmonaire, donc c'est lorsque le QP est inférieur au QS, donc la saturation est inférieure en dessous de 75%. Donc là, il faut vraiment réagir et faire attention, surtout dans les premiers instants en post-opératoire. Donc la radiothorax va être un peu hyper claire. Les causes, on fait une écho pour vérifier la perméabilité du blaloc s'il n'y a pas un thrombus qui commence à s'installer. Mais il faut réagir rapidement. Donc diminution
Les causes, ça peut être iatrogène, hein, une FiO2 qu'on a baissé trop rapidement. C'est pour ça que les variations des FiO2, il faut vraiment les faire. Et puis les bébés, la circulation vasculaire pulmonaire des nouveau-nés, elle est très réactive. Elle est très réactive à la capnie, elle est très réactive à l'oxygène. Donc, toutes les variations qu'on va faire, elles vont se répercuter sur la résistance vasculaire pulmonaire assez rapidement et faire passer le bébé d'un hyperdébit ou d'un débit pulmonaire normal à un hypodébit très facilement. Et il faut faire attention. Bon, je passe rapidement, mais ce qui m'intéresse, quand on est dans une situation d'hypodébit pulmonaire, c'est assez, ça doit être finalement assez intuitif. Pour traiter l'hypodébit pulmonaire, mon équation du QP sur QS, elle dépend finalement de quoi? Elle ne dépend pas du débit cardiaque, elle dépend des résistances d'aval. Elle dépend de l'équilibre entre les résistances vasculaires pulmonaires et les résistances vasculaires systémiques. Donc c'est ça qu'il faut avoir, qu'il faut schématiser dans sa tête. Là, intuitivement, ce qu'il faut faire pour augmenter l'hypodébit, pour améliorer, pour corriger l'hypodébit pulmonaire, il faut majorer les résistances ici et baisser les résistances ici. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, il faut majorer les résistances vasculaires systémiques et baisser la résistance vasculaire pulmonaire. Et comment arriver, on a des cibles, c'est toujours les mêmes. Les résistances vasculaires pulmonaires, ce qui va les faire varier, c'est l'oxygène, le CO2, l'hémoglobine, le pH. Et puis, si vraiment on a besoin de baisser, se faire aider d'un vasodilatateur pulmonaire avec du NO. Et de l'autre côté, la résistance vasculaire systémique, qu'est-ce qui va les gérer? La température, mon niveau d'anesthésie ou de sédation, s'il a mal ou pas, et parfois on a besoin de se faire aider par des vasopresseurs. Ce qui fait que c'est là mon équation à multiples inconnus. Tout ça, ce sont, enfin, multiples inconnus ou variables. Tout ça, ce sont des variables qui vont impacter directement votre équilibre QPQS. Mais si je fais plein de changements en même temps, je ne comprends pas ce que je fais au fait. Pour ça qu'il faut un exemple, hein, un exemple assez comment dire, pratique, enfin, de terrain, l'histoire de la température. On se pose, on a endormi le bébé, il a fini par se refroidir un peu, donc il est descendu à 36, 35,8 température. On fait le Blalock, on est à 80% de saturation. Tout va bien. Donc on arrive en réanimation, voilà, on prend la température, il est froid, on le réchauffe. Donc on met les moyens pour le réchauffer, on le fait passer en une demi-heure de 35,8 à 36,5. C'est moi qui fais ça? Non, ça doit être. Non, c'est la montre. Donc, il se passe quoi quand le bébé se réchauffe dans ce cas-là? Comment? Vasodilatation systémique. Et donc, le débit pulmonaire, il va faire quoi? Il va baisser. Donc, il va désaturer. Hein. Il va désaturer parce qu'il a pris 1 degré de température. C'est pas grave, mais il faut juste l'anticiper. Quand je sors à 36 de température et je vais le réchauffer, il faut le réchauffer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le réchauffer. Mais en parallèle, il faut savoir qu'à un moment donné, il va désaturer, que la désaturation n'est pas un problème ventilatoire. C'est parce qu'il a gagné 1 degré de température. Et là, je vais corriger ça, pas en refroidissant le bébé, bien entendu, mais en augmentant la FiO2. Ou d'autres paramètres, si vous voyez. Donc, après, une fois qu'on a fixé la température, la sédation, il faut éviter de les plomber aussi. Il faut vraiment éviter de les plomber. Je ne dis pas qu'il faut les laisser souffrir, bien entendu que non. Mais les laisser sédater avec des benzos ou autres, il faut arrêter rapidement, surtout quand on est dans une situation où les choses sont globalement stables. Il faut arrêter la sédation, laisser un petit fond de morphine, des antalgiques, et puis il va vite commencer à s'agiter, à se réveiller un peu, et il va s'adapter. Donc ça, je le fixe. Ça, je le fixe. La douleur, je la gère. Les vasopresseurs, je ne les utilise pas pour l'instant. Je n'intègre pas les vasopresseurs dans l'équation. J'essaye de faire mon équilibre sans dopage, sans artifice extérieur.
La FiO2, j'ai mon niveau de FiO2 sur lequel je me suis, peut-être que je suis à 40 ou 50, j'en sais rien, il est là. La capnie, il faut qu'elle soit normale. Donc, il faut faire une ventilation adaptée pour que les choses soient normales. Mon niveau d'hémoglobine, il faut aussi qu'il soit normal. Je reviens à mon propos de départ, l'équation a plusieurs inconnus. Il faut que je supprime plein d'inconnus où toutes ces variables, je dois les rendre invariables, fixes. Donc, l'hémoglobine est fixe, mon pH est fixe, la capnie est normale, de sorte à gérer. En fait, c'est comme un gouvernail, je gère qu'avec de la FiO2. Après, bien entendu, des fois, il va déventiler un peu, il va baisser. C'est là où il faut avoir aussi des infirmières bien formées pour qu'elles aient un visuel sur la spiro du respirateur, pour qu'elles aient une idée, qu'elles vous alertent si les niveaux des volumes baissent parce qu'ils se bougent, parce que la sonde a bougé, pour une raison ou une autre. Donc, il faut absolument que dans l'équation, tous ces paramètres-là soient fixés de sorte à fonctionner qu'avec une seule variable qui est pour moi la FiO2. Parfois, on est dans une situation d'hypodébit pulmonaire. L'exemple de la procédure post-CE, c'est parce qu'on a des résistances vasculaires pulmonaires un peu élevées, ou parfois parce qu'on avait encore de la prostine et qu'on a, des fois, les bébés, ils restent plusieurs jours sous prostine, donc ils sont encore un peu inflammatoires, un peu vasoplégiques, et on a du mal, même si on a mis la taille du blaloc théorique nécessaire et que, les anastomoses sont bien faites, que le diamètre et la longueur du tube sont idéales, et que ce qui me gêne dans l'équilibre, c'est un peu de vasoplégie parce qu'il est resté sous prostine longtemps. Mais à ce moment-là, je n'ai pas d'autre choix que de dégainer un peu de vasopresseur, un petit fond de noradré pour corriger la situation. Voilà. Mais il faut que ça arrive à la fin. D'accord? Et les vasopresseurs, ça peut être aussi une solution temporaire si vous voyez qu'il fait du bas débit et que vous avez peur qu'il thrombose. Et là, en sauvetage, vous montez artificiellement les résistances vasculaires systémiques pour forcer le barrage. Parfois, il y a un peu de clot qui commence à s'installer pour forcer le barrage, pour pouvoir passer le cap et puis réfléchir. Des fois, il y a besoin de repartir quelques jours après parce qu'on le tient, mais on voit bien qu'il est avec un débit pulmonaire qui est précaire. Il nous arrive aussi parfois d'aller au KT par la suite pour aller les stabiliser avec un stent dans le bladder. Voilà. Et cette logique-là, donc là, traitement de l'hypodélie pulmonaire, voilà, c'est baisser la résistance pulmonaire, majorer la résistance systémique. Et si une fois qu'on a fait tout ça, les choses restent toujours précaires, peut-être qu'il y a un problème au niveau du bloc lui-même, mais il faut penser à repartir au bloc pour la réfection de l'anastomose parce qu'il y a un problème. Donc, des fois, la dernière fois, c'était un espèce d'hématome qui s'est collecté autour le lendemain et il a un peu écrasé. Quand on a tourné autour, on a fait une imagerie, on est tombé on le tenait, hein, mais on voyait bien qu'on ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas le réveiller. Le moindre réveil, il majorait un peu sa résistance vasculaire pulmonaire parce qu'il se réveillait, il désaturait, et puis au final, on est allé juste pour décomprimer, on a enlevé l'hématome qu'il y avait. Donc tout ça. Et l'hypertrophe pulmonaire, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. C'est la même équation, c'est le même raisonnement. Je vous passe, les signes cliniques, mais ce qui est important, c'est ça. Pour moi, encore une fois, l'hyperdébit pulmonaire, c'est une forme d'abus de langage, et ce qui le pénalise le plus, c'est le bas débit systémique qui gêne, et c'est ça qui fait fibriller avec du vol coronaire principalement. Donc là, ce qui va se passer, les premiers signes de l'hyperdélie pulmonaire, c'est le bas débit systémique. Donc on va avoir de l'acidose métabolique. Le petit pH à 7,30 avec un peu de base excès qui se creuse et un peu de lactate, c'est de l'hyperdélie pulmonaire alors que vous avez une saturation qui doit être un peu à 88 et tout. Vous voyez, c'est pas, la saturation ne va pas être. Bon, après, si la saturation est supérieure à 90, c'est clair. Mais faites attention à cette ici, c'est là où il faut agir quand il y a un peu d'acidose métabolique et essayer de la corriger. Et l'acidose métabolique, bon, il y a des moments où on peut compenser, mais généralement, c'est là où c'est des fois assez, j'allais dire, enfin, des petites jubilations d'anesthésiste réanimateur où euh, j'ai un pH acide parce qu'il est en hyperdélie pulmonaire, je baisse la FiO2 et je corrige le pH. Vous voyez? Donc, des fois, ça peut être, parfois, ça peut être élégant. Et globalement,
C'est exactement la même équation avec les mêmes inconnus, avec le même principe de raisonnement, et essayer toujours de faire le nécessaire pour que tout soit fixé et de sorte à travailler avec la FiO2. Après, là, j'ai des armes supplémentaires. Plutôt que de mettre des vasopresseurs, des fois, quand on est face à une situation où c'est un peu, il faut essayer de passer le cap, on essaie de baisser la résistance vasculaire systémique avec un peu de chorotrope. Ça nous arrive aussi de le faire. Ou forcer la résistance vasculaire pulmonaire en transfusant. Alors, rien que des fois, en passant l'hémoglobine d'un 11,5 à 14, on corrige, on contient l'hyperdémie pulmonaire en raison de l'équation de Bernoulli et la viscosité sanguine qui permet de majorer la résistance vasculaire pulmonaire de façon un peu indirecte. Voilà, traitement de l'hyperdémie pulmonaire, bah, je vous laisse, hein. C'est majorer la résistance vasculaire pulmonaire et baisser la résistance vasculaire systémique. Les complications, François en a parlé, le sérum, j'en ai jamais vu, mais c'est une espèce d'arlésienne qui tourne autour de ces, de cette entité. Des thromboses, encore une fois, la thrombose, je vous ai dit ce que je pensais des thromboses. Pour moi, la thrombose, ce n'est pas une cause de bas débit, mais surtout une conséquence. Voilà. Il ne faut pas attendre que la thrombose s'installe et il faut agir avant. Parfois, ça passe soit par un passage au caté ou par un passage en chirurgie, hein. Et surtout, les fois où moi, on en a eu quelques-unes qu'on a rattrapées, quand ça arrive quasiment toujours dans les 6 premières heures post-opératoires. Parce que c'est là où on a le maximum d'inflammation, où il y a un risque de coagulation et des phases de bas débit où on se dit, bon, il tourne à 75% de SAT. Et des fois, d'ailleurs, on est parfois piégé. Il y a un décalage entre la saturation réelle et la saturation au scope, en fait. Donc, il y a un petit décalage quand on se rend compte qu'il y a 5 points d'écart. Sur le scope, on a 78, donc on n'est pas très inquiet. Au final, il a 72, il est réellement un peu en bas débit. Et assez rapidement, il peut thromboser. Euh, Anastomose versus stent, je n'ai pas vu le cours de Manis, mais je pense qu'elle en a parlé aussi. Donc, c'est une stratégie aussi qu'on développe plus en plus. D'une part, il nous arrive aussi de stenter des Blalocs, ou parfois des stents qu'on tente qui finissent parfois avec des Blalocs chirurgicaux derrière. Donc, les deux peuvent être complémentaires, mais en tout cas, quand on fait des stentings, quand ils sont bien faits dans de bonnes conditions, en post-opératoire, c'est souvent plus simple que les Blalocs avec la chirurgie en raison de cette inflammation et de cette agression chirurgicale. Bon, je vous passe, c'est ça, c'est les résultats des séries, des comparaisons. Donc, les deux se valent, hein. Donc, et puis, vu les suites opératoires qui sont favorables au stenting, on fait volontiers que lorsque l'anatomie s'y prête. Je passe rapidement. En résumé, la phase opératoire, elle est à risque en raison du clampage. Le post-opératoire immédiat aussi, il est à risque. La réanimation doit être vraiment très attentive. Ce sont vraiment des nouveau-nés, des bébés, voire des nouveau-nés qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu les premières heures. Et les variations du QPQS, enfin, on peut passer d'un versant à l'autre en peu de temps. Le piège, encore une fois, ou le principe ou le concept, retenez les deux diapos là de l'hyperdébit et de l'hypodébit avec toutes les cibles pour faire varier la résistance vasculaire pulmonaire et la résistance vasculaire systémique. Et c'est là où tout se joue au fait. Et pour vous simplifier cette réanimation, encore une fois, mélangez pas tout, faites pas varier tout en même temps, surtout pas. Il faut fixer le maximum de variables pour pouvoir agir sur une seule variable, qui pour moi reste la FiO2 et c'est assez réactif. Des questions? C'est c'est une très bonne réflexion. Après, je n'ai pas parlé aussi, il y a le NO de l'autre côté pour baisser la résistance vasculaire pulmonaire. Mais après, c'est comme tout. Oui, on voit dans les tableaux, dans les papiers, que que la noradrénaline a le même effet vasopresseur sur les deux versants.
Euh, mais c'est la drogue qu'on utilise en première intention dans ces cas-là, en termes de sauvetage et tout. Et ça permet de passer le cap. Et je pense qu'il y a aussi le fait de monter la pression de perfusion systémique. Déjà, on protège un peu le cœur avec la perfusion coronaire, mais surtout, ça nous permet de majorer le débit pulmonaire, clairement. Clairement. L'autre question, la vasopressine, ben, on l'a depuis peu, sachant qu'on n'a pas la MM. Enfin, bon, tu me diras, c'est toujours mais la vasopressine, tu parles du reverse plug. Ouais. On l'utilise depuis quelques mois, depuis qu'on l'a dans notre pharmacie, mais plus sur les vasoplégies réfractaires, enfin post-CEC ou autre. On commence à l'utiliser. On ne l'a pas encore utilisé en première intention dans cette situation-là, parce que la noradrénaline, comme c'est une drogue plus habituellement, c'est ce qu'on utilise en première intention. Mais la réflexion et la question, elle est pertinente, oui, parce que la vasopressine n'a pas vocation à majorer la résistance vasculaire pulmonaire. Mais avec la noradrénaline, on s'en sort. D'autres questions? Donc, on va passer à la présentation suivante avec le docteur Julie Chabat.